Alors, pour cette première heure, on va exceptionnellement parler de Mediapart. On ne va pas parler de son journal et de ses contenus éditoriaux. On va parler de Mediapart, l'entreprise. Une entreprise avec plus de 80 personnes en CDI, avec une vingtaine de collaborateurs qui, chaque mois, participent à l'élaboration du journal. Donc, c'est une entreprise qui a beaucoup grossi depuis son lancement, puisqu'on l'avait lancé en 2008, et nous étions 28 ou 29. Voilà, un effectif multiplié par 4. On va parler de l'entreprise Mediapart, c'est-à-dire de sa transformation. Depuis hier, vous pouvez lire, c'est un article qui est en accès libre, vous pouvez lire un article signé par les 4 cofondateurs qui sont ici, Marie-Hélène Sméjean, Laurent Mauduit, Edoui Plenel et puis moi-même qui anime ce débat. Donc un article qui explique l'importante transformation que Mediapart a décidé d'engager. Cet article, vraiment, lisez-le. Je peux le résumer en 2 phrases. Aujourd'hui, Mediapart, c'est une société commerciale classique avec des actionnaires. Demain, Mediapart, l'intégralité de son capital sera transférée dans une structure de fait non capitaliste, parce qu'il s'agit d'un fonds de dotation qui est une structure à but non lucratif. Alors, on va expliciter toute cette transformation qui peut sembler complexe, qui ne l'est pas tant que ça. Pour animer cette heure de débat, je me suis servi essentiellement des 350 commentaires qu'il y a à la suite de notre article et puis de la 50aine de mails que nous avons reçus qui demandent des explications, qui critiquent, qui approuvent, qui nous félicitent. Bon, comme toujours, hein, le débat chez nos abonnés est toujours assez vif et tant mieux et heureusement. Comme ça va nous permettre d'expliciter les points principaux, peut-être les points les plus complexes. Et puis, je dirais, l'architecture d'ensemble, on va la résumer assez vite. Et vraiment, je vous renvoie à cet article. On avait comme une remarque d'un lecteur qui disait « Bon, je vais vous chambrer un peu, mais ce que vous nous présentez, on dirait un montage offshore à la Balkany. » Donc, pas de panique, il n'y a pas de offshore, il n'y a pas de Balkany dans le paysage. Et la première question, Marie-Hélène, c'était simplement de présenter un fonds de dotation. Ça veut dire quoi ? Alors, un fonds de dotation, c'est un organisme à but non lucratif. Donc, le terme générique plus connu, c'est la fondation. Par rapport à une fondation, c'est une structure plus souple. Et c'est surtout une structure dans laquelle il n'y a pas de représentant de l'État, puisque dans une fondation, il y a un représentant de l'État. Mais en dehors de ce point-là, un fonds de dotation, donc c'est un organisme à but non lucratif qui a une mission d'intérêt général, en l'occurrence des actions en faveur du pluralisme de la presse, et qui, à ce titre, va collecter des dons défiscalisables puisqu'il mène une mission d'intérêt général et va mener plusieurs actions en faveur de tous les projets qu'on peut avoir pour aider au pluralisme de la presse et à l'indépendance de la presse. Le fonds de dotation n'a pas d'actionnaire. Le fonds de dotation est non cessible. Personne ne peut acheter un fonds de dotation. On ne vous pose pas la question de qui peut acheter la fondation Abbé Pierre ou un fonds de dotation équivalent. Donc un fonds de dotation est une structure non cessible et le capital de Mediapart, 100% du capital de Mediapart sera doté dans ce fonds de dotation, ce qui fait que 100% du capital de Mediapart deviendra, lui, incessible, inachetable, inspéculable. D'accord. L'objectif des fondateurs de Mediapart, c'était évidemment, au-delà de leur présence et de leur travail dans ce journal, d'assurer sur le long terme l'indépendance du journal, une indépendance économique, ce que trop souvent nous avons négligé, nous journalistes, en menant des batailles éditoriales, mais en ne faisant pas suffisamment attention à la construction de l'entreprise. Edoui rappelle les débats que nous avons eus et finalement en quoi nous sommes aujourd'hui persuadés que ce fonds de dotation est le meilleur levier pour garantir cette indépendance. Oui, c'est un long chemin puisqu'en fait quand on a pensé tous les 4 ensemble Mediapart en 2007 avant sa création, on a buté sur cette question de l'argent. Et de fait, y compris nous, on ne se voyait pas comme des entrepreneurs. Le problème, c'est que la réalité étant ce qu'elle est, il a fallu trouver de l'argent et au fond faire ce qu'on appelle une SAS, une société par action simplifiée. Et on reviendra sur l'ensemble de ces protagonistes. Et du coup, dès le début,
dans toutes nos discussions, on s'est dit il va falloir trouver une porte de sortie qui nous sorte de ça. J'ai retrouvé dans le manifeste qu'on avait fait pour la première anniversaire de Mediapart, on se rappelait cette citation d'Albert Camus à la Libération, quand le Conseil national de la résistance avait dit il y a un problème, la soumission de la presse à l'argent, en clair à des intérêts privés et non pas à l'intérêt général. Et Albert Camus, c'est pas l'homme révolté, certes, mais ce n'est pas un gauchiste échevelé, disait « Toute réforme morale de la presse serait vaine si elle ne s'accompagnait pas de mesures politiques propres à garantir aux journaux une indépendance réelle vis-à-vis du capital. » Alors, dans ce cheminement, nous, de quoi on vient ? On vient de l'idée que la bonne façon, c'est de faire l'actionnariat salarié. Des salariés qui contrôlent le capital. Mais nous étions issus de défaites. Alors ça, on va en parler. Et donc, du coup, depuis le début, parce que quelqu'un nous a envoyé dans les mails, a rappelé qu'en fait, je ne m'en souvenais pas, on s'en parlait très tôt dans Mediapart, cette idée, et qui, je ne sais pas si tu te souviens, venait qu'au même moment, s'était lancé un journal d'investigation aux États-Unis, ProPublica, dans une structure à but non lucratif. Et donc financé par une fondation. Voilà, par une fondation créée par des banquiers qui payaient, acceptaient que des gens enquêtent sur eux, quoi. Et donc, depuis le début, on cherchait ça. Mediapart, on le pense en 2007, on le lance en mars 2008. Ce dont nous inspirons, ne naît pour la culture qu'à l'été 2008. Et donc, c'est progressivement qu'on a rencontré, ce qu'a résumé très bien Marie-Hélène, le fait qu'il n'y ait plus d'actionnaires. Pourquoi Mediapart sera carrément dans un coffre-fort non cessible ? C'est qu'il n'y aura plus d'actionnaires. Le fonds contrôlera à lui seul. C'est une question d'un lecteur, parce que c'est compliqué à comprendre, qui demande très bêtement à qui appartiendra ce fonds. À ce FPL, ce Fonds pour une presse libre, via la Société pour la protection de l'indépendance de Mediapart. Et ce FPL est comme un actionnaire moral. Mais le FPL, il appartient à qui ? Il n'a personne. C'est une fondation. C'est une fondation. C'est un organisme à but non lucratif. Il a un conseil d'administration, il aura des gens pour s'occuper, etc. Il sera transparent, il publiera ses comptes, il publiera ses chartes éthiques, il sera avec toutes sortes de verrous et de pouvoirs et de contre-pouvoirs. Mais en clair, et c'est la formule que tu as employée, nous inventons le contrôle de Mediapart par une structure non capitaliste. Nous sommes une société commerciale qui vit que du soutien de ses abonnés, mais qu'est-ce que ça veut dire une structure non capitaliste ? C'est que ce n'est pas l'obsession de faire du profit, c'est que ce n'est pas l'obsession de donner des dividendes, ce n'est pas une obsession marchande, c'est être au service de l'intérêt général. Et c'est pour ça que c'est possible, puisque ce fonds est destiné à servir l'intérêt général. D'accord. Dans les réflexions qu'on a eues et les discussions, on a cherché des exemples. Bon, en France, il n'y en a pas, c'est une première en ce qui concerne la presse. On a cherché à l'étranger et on s'est arrêté. Je t'interroge, Jade, là-dessus, parce que je sais que tu y allais une longue journée avec Marie-Hélène, donc sur le modèle, c'est pas un modèle absolu, mais en tous les cas, ça nous a inspiré, du quotidien britannique, Le Guardian. Qui est dirigé, contrôlé par ce qu'on appelle un trust, qui s'appelle le Scott Trust. En quoi ça a facilité les choses dans ce que tu as vu, dans les discussions que vous aviez eues avec Marie-Hélène ? En fait, ce qui est très intéressant dans l'exemple du Guardian, c'est que donc, c'est un journal, lui aussi, activité commerciale, comme Mediapart est un journal activité commerciale, mais c'est un journal dont le capital appartient donc à ce fonds, le Scott Trust. Et ce qui nous a beaucoup intéressé lors de la journée de rencontre qu'on a eu, de rendez-vous qu'on a eu avec l'équipe du Guardian, c'est que ce qu'on a bien vu, c'est que déjà, les rôles étaient extrêmement bien répartis entre l'avis du journal, l'avis du Guardian en tant que journal et en tant que société commerciale, et d'un autre côté, l'avis du fonds. Donc les personnes ne sont pas les mêmes, les activités ne sont pas les mêmes, les rythmes de réunion ne sont pas les mêmes. Mais je dirais, peut-être ce qui nous a le plus surpris et peut-être encouragé à poursuivre le projet pour Mediapart, c'est que ce fonds, ce Scott Trust, assume une ambition philosophique, presque de philosophie morale, qui est posée en tant que telle. Son objectif est d'assurer la protection du Guardian au nom de la défense du journalisme progressiste, liberal journalism, en anglais, pour l'éternité, in perpetuity. Et d'assumer, en fait, avec à la fois toute l'ambition que ça dénote, mais aussi tout l'idéalisme, finalement, que ça montre, le fait que ce fonds est là pour défendre des principes
des principes donc de liberté. Donc par exemple, contrairement à ce qu'on pouvait penser au départ, il n'a pas uniquement un rôle financier. Il a d'ailleurs assez peu de rôle financier et business, mais beaucoup plus un rôle de se porter garant de la liberté, de l'intégrité, la protection de la réputation, par exemple, du Guardian, et la protection du Guardian contre des attaques dont il pourrait faire l'objet. Et le fait... Mais aussi un soutien financier, puisque le Guardian a perdu pendant de longues années beaucoup d'argent. Énormément d'argent. Enfin là, on n'est pas dans la même économie soyons très clairs. Là, on ne joue pas dans la même cour. et le trust... Non, on ne perd pas d'argent, mais c'est vrai que, comment dire... Et le trust n'a cessé de financer le quotidien. Oui, c'est ça. En fait, c'est là où je disais, les rôles sont bien répartis. C'est qu'il y a vraiment cette double fonction-là. Et le fait que, en fait, ce trust possède énormément, c'est beaucoup d'argent, en fait. Et en effet, à la fois aider le Guardian dans un moment où ces dernières années, il était très fortement déficitaire, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ils sont arrivés à peu près à l'équilibre de leur compte suite à une suite de réformes. On ne va pas détailler ici, c'est pas le lieu. Mais c'est dans ce sens-là qu'il a soutenu. C'est-à-dire qu'il a soutenu, y compris de manière hyper concrète. Et donc, cette alliance, en fait, de soutien philosophique, intellectuel et au fond politique, au sens noble du terme, et de manière très empirique. Et donc, très concrètement, par exemple, ils nous ont raconté les réunions, le type de réunion, les rythmes de réunion, qui sont quand même assez réguliers. Et ce qu'on peut dire aussi, peut-être, qui aussi nous a quand même assez touchés, c'est que le président du Scott Trust, est un journaliste, et un ancien journaliste. Donc, est habité par un amour de la presse et de l'importance du travail des journalistes. Alors, le fonds de dotation, donc le fonds pour la presse libre, où va être logée l'intégralité du capital de Mediapart, on vient de le dire, il n'a pas de propriétaire. En même temps, il a des dirigeants. Il va avoir un conseil d'administration, il va avoir un comité stratégique. Ces gens, c'est qui? Ils sortent d'où et ils sont nommés par qui? Alors, réponse l'automne prochain, en septembre-octobre, puisqu'on va y travailler pendant cet été. Mais en fait... on a parlé de ce fonds pour une presse libre qui détiendra Mediapart via cette SPIM, Société pour la protection de l'indépendance de Mediapart. Mais tout ça est créé par une association que nous avons appelée l'ADS, Association pour le droit de savoir, avec un clin d'œil en se disant c'est une déesse créatrice et pas un dieu créateur. Et cette ADS est composée statutairement de 5 salariés ou anciens salariés de Mediapart et tournant par cooptation. Et au départ, ce sont les 4 cofondateurs ici présents et Martine Orange, qui est, jusqu'à ce qu'elle soit elle-même dissoute, la société des salariés actionnaires de Mediapart. Donc c'est ce verrou. Cette association, c'est elle qui aura le verrou moral sur l'ensemble de la structure. Rien ne pourra être modifié, ou son objet ne pourra pas changer, rien ne pourra être attaqué, modifié. Voilà, elle sera là, et elle sera là éternellement, puisque structurellement, elle sera renouvelée par des salariés ou des anciens salariés de Mediapart. Et après, le fonds, Marie-Hélène, ce fonds doit vivre sa vie hors de Mediapart, en s'occupant de sa mission première, l'aide au pluralisme de la presse. Absolument. Donc ça veut dire que dans la composition de son conseil d'administration... Donc, il est très important, en fait, d'avoir une séparation complète entre le secteur non lucratif, donc la mission d'intérêt général du fonds, qui est sa mission principale, et à titre secondaire, la détention de 100% du capital d'une entreprise de presse. Mais en aucune façon, le fonds ne doit ingérer, soit directement ou soit via la SPIM, dans l'activité et le développement de Mediapart, qui gardera un conseil d'administration autonome et qui continuera à se développer comme il se développe aujourd'hui, avec ses objectifs de croissance, ses investissements, Ce qui signifie que ses membres, les membres de son conseil d'administration, ne peuvent pas être dans des fonctions dirigeantes à Mediapart et réciproquement. C'est très clair. Mediapart ne peut pas se mêler du fonds non plus. Donc il y a une cloison étanche. Un dirigeant de Mediapart ou quelqu'un exerçant des fonctions de direction à Mediapart ne peut pas exercer des fonctions de direction au sein de la SPIM ou au sein du fonds. Et quelqu'un qui exerce des fonctions de direction au sein du fonds ou au sein de la SPIM ne peut en aucune façon exercer des missions de direction au sein de Mediapart. D'accord. Alors, on a... Après de nombreux tâtonnements, on a donc choisi de travailler ce système d'un fonds de dotation. On
On en avait évoqué d'autres, Laurent, on avait parlé de sociétés coopératives. Ça a été un modèle pendant longtemps adopté par la presse. On a pas mal travaillé là-dessus. Dan nous a aidés dans ce travail. Et puis, on avait les expériences de Libération et du Monde. Tu peux... Ouais. C'est-à-dire que l'ambition démocratique de ces différentes formules est la même. Et pour le comprendre, il faut sans doute revenir à ce qui était l'esprit démocratique à la Libération, ou juste avant. On connaît le programme du Conseil national de la résistance, avec son ambition célèbre sur la presse, rétablir la liberté de la presse, son honneur et son indépendance vis-à-vis des puissances financières, disent les jours heureux. Or, à l'époque, quand le CNR dit ça, il y a une sorte de consensus démocratique en France, à gauche et à droite, pour dire il faut rompre avec les puissances d'argent. Et si le CNR dit ça, c'est pas seulement pour tourner la page honteuse de la presse collabo, c'est pour beaucoup pour tourner la page honteuse de la presse affairiste de l'entre-deux-guerres qui avait beaucoup marqué les résistants. Une presse libre, une presse honnête. Et donc du coup, par des tâtonnements successifs, il y a deux formes juridiques qui émergent à l'époque. L'actionnaire salarié, c'est le monde par tâtonnement successif qui vient à partir de 1952, modèle qui sera copié par Libération 20 ans après. Puis il y a l'autre formule qui est celle de la coopérative ouvrière. C'est donc plein de journaux de droite et de gauche. Le Parisien libéré, qui est issu d'un courant de la résistance démocrate chrétien, choisit la coopérative. Le Dauphiné libéré, qui a son fronton, a le slogan « Une presse libre pour des hommes libres ». Ça donne bien l'esprit de l'époque. Donc on s'inscrit dans cette filiation démocratique historique. La seule chose, c'est que s'inscrivant dans cette histoire, quand on commence à gamberger pour se dire tiens, mais il faudrait garantir de manière pérenne l'indépendance de Mediapart, on ne peut pas ne pas faire le bilan aussi de ces deux formules, actionnaire salarié, le monde libé, et coopérative. Or, ce dont on s'est rendu compte, c'est que le bilan est triste. Et beaucoup de journalistes qui l'ont vécu de l'intérieur le savent. Actionnaires salariés, d'une part, des rédactions à Libé et au Monde se sont divisées, et ça n'a pas empêché qu'ils finissent par être croqués par des milliardaires, c'est-à-dire d'abandonner l'ambition de l'indépendance qui était celle de 1945. Et puis les coopératives ouvrières, celle du Parisien, elle a duré 6 mois ou 9 mois, ça a été très court, mais les autres, le Courrier Picard, qui a été le dernier quotidien en coopérative. En 2009, et c'est affreux parce que les coopérateurs ont voté eux-mêmes le fait de se faire égorger. Et on s'est donc dit, il faut trouver une formule dans le même esprit démocratique, mais qui renouvelle un peu et qui fasse que cette évolution d'indépendance soit pérenne. C'était ça notre cheminement. Alors, parce qu'il faut dire une chose simple, c'est que les journalistes n'ont pas spécialement d'argent, et que s'ils sont propriétaires d'un journal, en cas de crise financière, ils n'ont pas les moyens financiers de participer à sa recapitalisation. Ça a été ce qu'on a vécu à Libération. Oui, il y a un moment, il faut réinjecter X millions. À l'époque, c'était 2 francs. Aujourd'hui, ça serait 2 euros. Dans nos débats entre nous, il y a un autre aspect qui a pesé aussi, c'est que dans les deux formules, alors c'est plus formalisé dans la coopérative ouvrière, c'est un homme, une voix. C'est-à-dire que la question du capital a pu devenir, dans certaines rédactions, à certains moments de crise, un facteur de crise, de division. Ça a déporté les rédactions qui, au lieu de faire leur travail, se sont déchirées entre elles. Et c'est triste comme histoire. Et on s'est dit qu'il fallait donc trouver une solution où la question du capital soit mise à part, de sorte que les rédactions soient totalement protégées et qu'elles puissent faire ce qui est l'ambition d'un journaliste, son travail librement. Alors, je m'en excuse parce que je n'ai pas présenté Jade Lingard, qui est l'une des 3 présidentes de la Société des journalistes de Mediapart, et Dan Israël, qui est l'un des représentants du personnel. Et je dis ça pourquoi ? Parce que une fois que les fondateurs ont amorcé cette réflexion, puis ont commencé à travailler sur les diverses solutions, etc., notre souci, et ça ne pouvait se faire évidemment que comme ça a été d'élargir la discussion en associant toute l'équipe dans la diversité de ses légitimités, de ses instances, etc. Dan, tu peux nous dire... Je peux témoigner mais du fait qu'effectivement les discussions ont été vraiment menées de concert et très étroitement avec les différentes instances qui représentent des salariés du journal. Donc la Société des journalistes avec Jade pour les journalistes et 2 représentants du personnel, Sophie Lamy et moi. Et puis moi j'interviens également en tant que délégué syndical CGT. Voilà. Donc
On a eu, je sais pas, une quinzaine de réunions. Plus des représentants d'autres services. Ah non, bien sûr, j'oublie de gestion, parler etc. des représentants de la direction éditoriale, des représentants du service marketing, de la gestion. Enfin, on a essayé de faire un petit comité, comme on dit souvent à Mediapart, où tous les pôles du journal sont représentés et surtout peuvent échanger et discuter en transparence, en liberté, quitte à se dire des fois des choses, à s'affronter sans monter sur la table, mais à se dire des choses et surtout à s'écouter et à essayer d'aller tous en avant. Donc effectivement, les élus du personnel, on avait souhaité mettre sur la table l'hypothèse de la SCOP. Donc la discussion a été poussée. On a fait une étude de faisabilité avec l'Union des SCOP du Centre et d'Île-de-France. On a discuté, on a échangé. Voilà, on a mené les discussions à leur terme. Donc ça, c'était assez intéressant. Et donc, je l'ai déjà dit, je peux le redire, que le processus a été jugé tout à fait satisfaisant par les représentants du personnel. On trouve que la philosophie, les valeurs que à la fois les élus du personnel et surtout l'entreprise portent ont été mises à contribution et ont été appliquées, mises en application surtout dans ces discussions. Franchement, les choses ont été dites, les critiques ont été entendues, des amendements ont été faits, on a vraiment poussé les discussions. Et en plus, à la fin, il était clair pour tout le monde, y compris les fondateurs, donc ce que je trouve vraiment très bénéfique, qu'il fallait un vote de l'ensemble des salariés pour valider le projet. Donc voilà, donc ça a été fait. On a voté. Alors je me suis fait un petit pensemètre sur un post-it, mais je crois que j'ai les chiffres en tête. Donc il y avait 83 personnes qui pouvaient voter. Bon, là-dessus, on a donc 91% de participation. Et sur les 91% de participation, 93% de oui. Alors dit autrement, un score qui nous vaut quelques moqueries. Exactement. Sur l'aspect soviétique et caserne. Ce que je peux dire, c'est qu'on a poussé, ça c'est clair, on a clairement poussé à ce que les gens aillent voter. Ça, il n'y a pas de doute. Les représentants du personnel, de la SDJ, on a dit c'est notre avenir, donc allez-y. Si vous êtes contre, allez-y, c'est le moment de le dire. Après des réunions d'information qui ont lieu avec les élus, avec la SDJ, avec porte ouverte avec les fondateurs pour poser les questions et émettre les critiques. Une fois que ça s'était fait, il fallait aller dire si oui ou non on était pour. C'est sans équivoque, il y a 71 personnes qui ont voté oui, il y a un non et 4 blancs ou nuls. Voilà. Donc c'est quand même, le processus est très satisfaisant. Alors, on va passer à un deuxième volet qui va être un peu plus précis sur le montage financier, puisqu'il faut racheter 100% du capital de Mediapart. Et donc, de nouveaux intervenants et intervenantes vont nous rejoindre. Pardon, donc Jade, Laurent et Dan, si vous voulez bien vous absenter un petit moment, pendant que Fabrice Arfi, Estelle Coulon et Cécile Sour nous rejoignent. Et Marie-Hélène, je vais commencer avec la question qui revient beaucoup dans les interpellations, dans les commentaires de nos lecteurs, c'est vous rachetez 100% du capital de Mediapart en endettant l'entreprise, en contractant un emprunt. Présente-nous déjà ce montage. D'abord la valorisation de l'entreprise, et puis comment c'est-à-dire combien vaut l'entreprise aujourd'hui, combien valent ces 100% du capital, et comment on va financer ce rachat. Alors, sur la valorisation de l'entreprise, c'était quelque chose de très important pour nous dès le départ. C'est-à-dire qu'on voulait que cette valorisation soit d'abord inattaquable, c'est-à-dire que ce soit vis-à-vis des actionnaires, que ce soit vis-à-vis des abonnés, que ce soit vis-à-vis de l'administration fiscale, qui elle-même a son mot à dire sur des évaluations d'entreprise. On voulait, et on a fait appel à 2 experts indépendants pour dire quelle est, selon vos critères, l'évaluation de l'entreprise Mediapart aujourd'hui à partir des comptes 2018 et du budget de 2019. Ces 2 expertises ont conclu l'une à 16,1 millions d'euros et l'autre 16,4 millions d'euros pour 100% du capital de l'entreprise. Donc on a retenu une valorisation moyenne à 16,3 millions d'euros. Autre point très important, qui était le 2e critère pour nous aussi, c'est qu'il fallait que cette valorisation soit équitable vis-à-vis de tous ces actionnaires qui nous soutiennent depuis le début, comme Michel Brouet le rappelait lors de la conférence de presse. Il a cassé son plan d'épargne ou son livret A en 2000. Michel Brouet, c'est le président de la Société des Amis de Mediapart. En 2007, il a apporté 10 000 euros à l'entreprise et pendant 12 ans, rien. Donc, sauf notre promesse passée, parce qu'il faut le rappeler, au départ, c'était un vrai investissement
à risque, puisqu'on avait été clair avec l'équipe en disant on a de quoi tenir 3 ans. Si on n'arrive pas à l'équilibre au bout de ces 3 ans, on perdra tout. Donc, y compris pour ces actionnaires, on trouvait que c'était important que la valorisation soit équitable et que ce soit pas on brade et voilà. Et troisième point qui était aussi très important dans nos critères, il fallait que cette évaluation soit équilibrée. C'est-à-dire que vous avez bien compris qu'on travaille depuis 5 ans, puis de façon plus précise depuis 3 ans sur comment pérenniser l'indépendance de Mediapart. C'est pas pour mettre Mediapart en risque sur un endettement qu'on considérerait comme inadapté ou qui empêcherait Mediapart de continuer à investir pour son développement, pour tout ce qu'on a comme action. C'est ça qui revient beaucoup dans les commentaires, et on va s'arrêter un moment là-dessus. C'est dire finalement sur les 16,3 millions d'euros que valent les 100% de Mediapart, vous allez financer ce rachat par un recours à l'emprunt de 10,9 millions. Est-ce que ce n'est pas une somme qui, d'entrée de jeu, va plomber Mediapart ? Voilà. D'abord, ce qui est important de dire, c'est que je t'interromps, Marie-Hélène, en disant je m'interroge sur c'est un lecteur qui nous écrit ça, je m'interroge sur ce qu'est l'indépendance de Mediapart quand elle est assortie d'un emprunt de 11 millions d'euros. Alors, donc, soyons précis, sur cette valeur de 16,3 millions d'euros, on commence déjà par remonter ce qu'on a aujourd'hui en réserve disponible, les résultats des 2 années précédentes, qui sont de 4,4 millions d'euros. Donc, ça veut déjà dire que l'entreprise a été capable de constituer des réserves sur les 2-3 dernières années à hauteur de 4,4 millions d'euros. Donc, l'entreprise a depuis plus de 5 ans maintenant un résultat d'exploitation moyen de 18% et a la capacité, tout en réinvestissant de façon importante chaque année, et Cécile en reparlera peut-être tout à l'heure, a la capacité d'avoir un résultat qui permet de rembourser cet emprunt. Donc on a vraiment calé et la durée de l'emprunt, puisqu'on envisage d'emprunter sur soit 9,5 ans, soit sur 7,5 ans, profitant de taux aussi extrêmement bas, il faut bien le dire. Donc ce sont des éléments qui sont favorables à la capacité de remboursement d'un emprunt sur une longue durée. Donc on a la capacité de rembourser sans pénaliser ou sans risquer ni l'indépendance, ni les besoins de réinvestissement successifs de Mediapart. Fabrice, je t'interroge toi parce que ça a été une discussion qu'on a eue assez longuement au sein du comité ad hoc, c'est de dire, bon, cette question de la dette, c'était un souci pour tout le monde, évidemment. Jusqu'à maintenant, Mediapart a 0 endettement. Donc, on va créer une dette qui peut apparaître importante. Est-ce que ce n'est pas une zone de risque qu'on est en train de créer, et surtout, est-ce que ce n'est pas un obstacle à nos envies de développer Mediapart ? Ouais. Pour être même tout à fait honnête, quand on a commencé nos premières discussions dans le comité ad hoc, moi, à titre personnel, c'était mon inquiétude principale. C'était le poids de la dette et à quel point l'emprunt bancaire pourrait peser sur la destinée du journal et surtout la capacité de la rédaction, puisque moi, à titre personnel, je représentais la direction éditoriale dans le comité ad hoc, dans notre mobilité éditoriale et nos schémas de développement. Et je dois dire que après 17 réunions, je crois qu'on a fait 17 réunions, sans compter les réunions avec les avocats, etc., que nous avons été, je crois, unanimement tout à fait rassurés par le montage qui a été préparé, présenté par Marie-Hélène, en ce qu'il, d'un point de vue purement financier, est en réalité indolore sur la capacité de la rédaction, et Cécile en parlera mieux que moi, de garder des possibilités d'investissement massives. Sous le contrôle de tout le monde ici, on réinvestit 1 million d'euros par an dans les projets éditoriaux de Mediapart. Ça n'est pas rien. Le taux de rentabilité de Mediapart, qui est un taux de rentabilité très élevé dans l'écosystème de la presse française, nous permet d'absorber un emprunt bancaire qui, en plus, va normalement, je parle là aussi sous le contrôle de Marie-Hélène, s'adosser à des capacités de remboursement anticipées quand on le pourra. C'est-à-dire que dès qu'on pourra réduire la durée de l'emprunt, on le fera. Donc du point de vue de la rédaction, d'un point de vue financier, ça n'aura pas d'incidence. Et ça n'aura d'autant moins d'incidence que dans le schéma global, d'un point de vue à la fois juridique et de gouvernance,
rien ne change pour Mediapart. Il faut bien que ceux qui nous lisent, qui nous ont lus et qui nous regardent et nous écoutent comprennent, c'est que le modèle économique de Mediapart ne va pas changer. Nous serons toujours un journal qui fonctionnera sur abonnement, sans publicité, sans subvention étatique. Et la direction éditoriale, les choix éditoriaux, les choix stratégiques de Mediapart seront décidés par Mediapart, par ceux qui dirigeront Mediapart. Il y aura cette société supérieure, un peu au-dessus de Mediapart, la Société pour la protection de l'indépendance de Mediapart, qui, elle, n'aura comme c'est le terme fiscal, qu'une prérogative patrimoniale, c'est-à-dire de s'assurer justement qu'on va faire remonter suffisamment de dividendes pour faire une sorte de matelas, de trésor de guerre, quand le ciel tournera à l'orage. Donc de ce point de vue-là, c'est-à-dire celui de la direction éditoriale et évidemment du comité ad hoc qu'on représente là, on n'a pas d'inquiétude sur le poids de la dette. Alors Estelle, parce que Mediapart, c'est pas qu'une rédaction. C'est beaucoup d'autres services abonnés, services techniques, services gestion. Tu diriges le service marketing, qui est un des gros services du journal et où ont été inventées plein de choses que beaucoup d'autres médias nous copient. Tant mieux, hein, on va pas s'en plaindre. Comment cette discussion-là, comment vous la vivez dans les services autres que la rédaction ? Parce que le marketing, ça a été un gros lieu de développement ces dernières années pour Mediapart. Et il faut encore le développer, on le sait, dans les discussions qu'on a. Donc, oui, c'est un gros lieu de développement, mais qui s'est fait progressivement. Je dirais progressivement, on a construit les choses toujours autour du contenu, autour de l'éditorial. Donc on a consolidé des développements. À chaque fois, on teste, ensuite on généralise, etc. Donc on y va vraiment progressivement. Et en même temps qu'il y avait des discussions sur ce fonds, auquel j'étais associée, étant membre du comité de direction, ça m'a permis aussi d'anticiper et de discuter avec le comité de direction d'un plan triennal pour Mediapart. Donc on a aussi pensé au projet chez Mediapart. On a continué à anticiper cette évolution, à s'organiser et à prévoir les développements qu'il y aurait à faire pour mener à bien ces projets. D'accord. Alors, Cécile, tu es la directrice administrative et financière du journal. Et merci d'être venue parce qu'un abonné nous écrit la chose suivante. La gestion au jour le jour de Mediapart aura désormais en priorité la génération d'une rentabilité suffisante pour payer l'emprunt et rien d'autre. C'est donc le ou la directrice financière qui aura désormais le pouvoir. Ah, bravo. Enfin, j'ai le pouvoir dans le journal. Ouais, elle est trop forte. Donc, non, mais je pense qu'on a évoqué ce plan stratégique sur la question des investissements, de la construction du budget. Est-ce que cette dette qui va peser pendant au moins 7 ans dans la vie de Mediapart, voilà, comment de ce poste de directrice administrative et financière, tu appréhendes ça ? Alors, je l'appréhende bien. Fabrice a parlé du fait d'avoir été rassuré à l'issue des discussions qu'on a pu avoir sur le fait de s'endetter aussi lourdement pour un média qui ne s'est jamais endetté auparavant. Et c'est vrai que c'était un motif d'inquiétude pour les salariés et au sein du comité ad hoc. Et je crois que le vote massif des salariés approuvant le projet montre bien que cette inquiétude n'existe plus. Pourquoi elle n'existe plus ? Parce qu'évidemment, on s'est basé sur l'expérience depuis 11 ans de gestion du journal. Où depuis au moins 6 ans, on réinvestit effectivement au moins ou environ 1 million d'euros par an sur le développement des ressources humaines, c'est-à-dire des nouveaux collaborateurs dans les différents corps de métier, mais aussi sur les nouveaux projets avec des charges externes ou des investissements à mener qui nous semblent importants pour continuer d'avancer. Parce qu'il ne s'agit pas de se contenter de ce qu'on fait maintenant, il faut continuer à innover et toujours essayer d'avoir un coup d'avance et d'avancer dans notre développement. Donc depuis 6 ans, on réinvestit, mais aussi on fait participer les salariés de l'entreprise aux bons résultats de l'entreprise. Et comme l'a dit Marie-Hélène, on constitue des réserves. Donc tout le schéma de financement et d'absorption de cette dette sur les années à venir a été envisagé à l'aune de ces résultats et aussi en prévision de résultats sur au moins qu'on arrive à peu près à cerner sur au moins les 3 années à venir pour lesquelles on a un plan stratégique en plus, donc on sait un petit peu où on va et on est très confiant sur le fait de pouvoir non seulement rembourser l'emprunt, mais aussi continuer à investir massivement comme on l'a fait sur ces dernières années pour le développement de Mediapart et évidemment à continuer à intéresser les salariés aux bons résultats de l'entreprise. Donc c'est vrai que c'est un enjeu qui est majeur, mais c'est un enjeu qui
me semble, de mon point de vue de directrice financière, maîtrisée. Et évidemment, il faudra ramer pour... il y avait une question d'internaute qui disait qu'il falloir ramer pour ramener les dividendes. De toute façon, on a toujours eu, depuis toutes ces années, une gestion très précautionneuse et très précise, en discussion constante avec les différents pôles de l'entreprise dans la construction budgétaire pour savoir qu'est-ce qu'on priorisait, qu'est-ce qu'on ferait l'année d'après. Donc cette gestion-là prudente et rigoureuse va continuer d'avoir cours et je pense nous permettra de passer cette période de remboursement d'emprunt dans des bonnes conditions. Alors, je pense qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé du tout, et qui quand même donne également une idée de l'excellente santé économique de cette entreprise, Mediapart, c'est la fameuse trésorerie. Marie-Hélène, dis-nous ce que c'est que la trésorerie de Mediapart et qu'est-ce qu'on peut en faire et qu'est-ce qu'il est interdit de faire avec. Alors, premièrement, la trésorerie n'est pas du résultat. Absolument, mais c'est bien de le préciser. C'est un principe. Deuxièmement, dans un journal qui vit des abonnements, par définition, on est excédentaire en trésorerie. Pourquoi ? Parce qu'on facture des abonnements d'avance, qu'ils soient mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels, et on paye les charges au fur et à mesure. Donc, par définition, un journal qui ne perd pas d'argent est en permanence excédentaire en trésorerie. On a publié les comptes au 31/12/2018. La trésorerie de Mediapart au 31/12/2018 était de 9 millions d'euros. Sur ces 9 millions d'euros, je les ai déjà cités tout à l'heure, il y a 4,4 millions d'euros qui sont les réserves. Donc ces réserves peuvent être intégralement utilisées pour contribuer au remboursement de l'emprunt. Pourquoi ? Parce que la trésorerie ne peut pas permettre de racheter des parts, ne peut pas permettre de rembourser un emprunt. En revanche, elle peut permettre de financer toutes les dépenses, même exceptionnelles, de la gestion de l'entreprise au fur et à mesure. Et même des dépenses d'investissement. Même des dépenses d'investissement, puisque cette année, on va investir pratiquement 600 000 euros dans des nouveaux projets techniques. Donc ce sont des gros investissements sur lesquels on n'a aucune difficulté à financer aujourd'hui comme demain, puisque même après l'utilisation de la totalité, quasi-totalité des réserves, il restera encore plus de 5 millions d'euros de trésorerie. Donc, c'est très important parce que ça nous laisse en capacité d'utiliser les résultats pour rembourser l'emprunt et de continuer à avoir en permanence une capacité d'investissement sur des nouveaux projets ou sur des nouveaux développements. Alors, Edoui, de toute façon, à terme, il y a des bouées de sauvetage, si je puis dire. C'est-à-dire que les principales, elles seront logées au sein de la SPIM, c'est cette Société pour la protection de l'indépendance de Mediapart, qui va constituer des réserves. La SPIM, c'est une façon de faire perdurer pour l'éternité la façon dont on s'est construit depuis 11 ans. Encore une fois, une gestion rigoureuse, des investissements réguliers, le chiffre d'1 million annuel, et le fait que la richesse soit aussi donnée à ceux qui la font, c'est-à-dire à ceux qui travaillent ici. Et en même temps, donc, le fait qu'il y ait des économies. Je rappelle que c'est très important, ça, si on se compare à un journal totalement indépendant dans une structure qui n'a rien à voir avec nous et qui est hebdomadaire, mais le Canard enchaîné, ils sont même assis sur presque une trop grosse trésorerie. Ils devraient faire d'ailleurs une fondation pour aider à la presse. Bon, donc c'est très important parce qu'il peut y avoir une révolution technologique, il peut y avoir besoin d'investissement, etc. Donc le rôle de la SPIM, qui ne se mêlera pas de la gestion courante de Mediapart, c'est de veiller à ce qu'une fois fait les investissements nécessaires et l'intéressement de ceux qui travaillent à Mediapart, de celles et ceux qui travaillent à Mediapart, c'est de faire remonter la constitution de réserves financières qui, évidemment, au début, rembourseront l'emprunt, mais je rappelle juste que si les résultats de Mediapart étaient exceptionnels dans 2, dans 3, dans 4 ans, l'emprunt sera remboursé plus vite. Hein, ça servira à ça. Hein. Donc, et le délai sera raccourci. Et donc, la constitution de ces réserves financières, ce qui va être écrit cet été, c'est que la SPIM aura obligation de venir au secours de Mediapart.
obligation, si par exemple il y avait une chute drastique des abonnements, je touche du bois, s'il y avait une crise économique qui nous atteignait, s'il y avait des attaques, etc., la SPIM ne peut pas profiter de cet argent dans son coin. Elle est au service. Elle est faite pour ça. Au service, statutairement, elle est au service de l'indépendance de Mediapart. Alors, je précise aussi, parce que c'est important de le dire, on n'a pas fait ça, évidemment, que ça protège Mediapart, mais on l'a fait dans l'idée de rendre les idéaux défendus par Mediapart à la profession. La conséquence, à toute la liberté de la presse, à son enjeu global. Dans le refus des conflits d'intérêts, le partage des traits très nets entre non lucratif et lucratif, la SPIM aura comme obligation de faire remonter une partie, qui sera minime sans doute au début, des dividendes de Mediapart au FPL pour aider à la cause d'intérêt général de la liberté, du pluralisme et de l'indépendance de la presse. Sachant, je ne crois pas qu'on l'ait dit, que, en revanche, tous ceux qui donneront au FPL pour sa cause d'intérêt général, avec ce que prévoit la loi pour toute cause d'intérêt public, etc., ne pourra pas aider Mediapart. On n'a pas fait ça pour avoir une pompe Afrique pour aider Mediapart. Ce qu'il faut, je crois, comprendre par rapport à la philosophie et l'enjeu de ce dont on discute, qui est littéralement l'événement le plus important de l'histoire de Mediapart après sa création, c'est que structurellement, on va pérenniser ce qui, jusqu'à maintenant, d'un point de vue économique et financier, reposait sur des décisions personnelles de ceux qui avaient le pouvoir au sein du journal. C'est-à-dire, vous, majoritairement les fondateurs, parce que les gens qui nous regardent ne le savent pas peut-être, mais on est rentable depuis 2010, et depuis 2010, il n'y a pas eu un centime de dividende qui a été versé au journal. Vous auriez pu, en tant qu'actionnaire, avec la Société des Amis ou d'autres, décider de verser des dividendes et que la rentabilité porte ses fruits et que ça garnisse le portefeuille de ceux qui ont investi. Et en fait, ce qu'on crée avec le FPL, la SPIM et la pérennité sanctuarisée du capital de Mediapart, c'est qu'à jamais, ce sera cela la philosophie. Nous ne sommes pas dans une démarche de cupidité financière. La seule philosophie, le seul usage de l'argent bénéficiaire, et en effet on touche du bois pour que ça continue à Mediapart, c'est de profiter au journalisme. Et on espère au journalisme le plus honnête, le plus sincère et le plus agressivement indépendant qu'on défend depuis 11 ans. Et en ça, c'est une révolution qui est complètement à l'abri de tous les intérêts extérieurs qui un jour peuvent, par appât, vouloir se saisir de notre histoire. Ok, troisième volet de notre discussion, on va expliciter ce qui va se passer pour l'ensemble des actionnaires. Cécile et Estelle nous quittent momentanément, Laurent et Jade nous rejoignent. Alors, dans les remarques des lecteurs, finalement, il y a une phrase d'un de nos lecteurs qui résume ça. Voilà ce qu'il dit. « Si j'ai bien compris, les fondateurs se font racheter à prix d'or, leur part par endettement, tout en restant actionnaires du nouveau fonds. Belle opération pour lui. » Bon, il n'a pas compris grand-chose, donc je pense qu'il faudrait éclaircir tout cela. C'est finalement, qu'est-ce qui se passe pour l'ensemble des actionnaires de Mediapart et pour les fondateurs? Marie-Hélène. Alors, donc je redis, personne n'est actionnaire du fonds de dotation. Oui. Le fonds de dotation n'a pas d'actionnaire. Et donc, pas de propriétaire, pas d'actionnaire. Donc ce qui se passe, c'est que à partir de la valorisation qui a été effectuée, on va racheter 100% des titres des actionnaires de Mediapart. Donc ça concerne les fondateurs, ça concerne la société des salariés, ça concerne la société des amis et ça concerne les actionnaires partenaires qui nous accompagnent depuis le début. À une exception près qu'il faut saluer et souligner, c'est que l'actionnaire Ecofinance, dont les parts représentent 1 million d'euros, donc Jean-Louis Bouchard, nous a indiqué qu'il allait donner l'intégralité de ses titres. Donc il allège la dette de 1 million d'euros concrètement et il fait cadeau en fait de ces titres à la SPIM. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'effectivement la SPIM va racheter
Donc à partir de fin septembre, le temps qu'on a tout un travail administratif, juridique à faire de constitution, rédaction des statuts, constitution des structures, etc., finalisation de l'emprunt bancaire. Et donc on va racheter 100% des parts, c'est-à-dire que la Société des Amis va vendre ses titres, la Société des salariés va vendre ses titres, les actionnaires directs vont vendre leurs titres, et ensuite de ça, chaque société, que ce soit la Société des salariés ou la Société des Amis, distribuera le produit de cette vente, puis sera dissoute. Donc les sociétés actionnaires autour de Mediapart seront dissoutes après les opérations, et bien sûr après partage entre tous ces actionnaires du résultat de la vente. Alors, ce qui a été soulevé également, c'est la très belle opération financière, semble-t-il, que l'ensemble des actionnaires de Mediapart feraient, puisque c'est une entreprise qui a démarré avec combien, 4,5 millions d'euros Au total, 5,7 millions. 5,7 et qui en vaut aujourd'hui 16,3. Parlons juste des fondateurs. Les fondateurs, ici présents, nous quatre, on avait apporté en 2008 1,3 million d'euros, 1,325 millions d'euros, voilà, parce que je relis la réponse que tu as faite à un lecteur hier. Moi, je suis un peu fâché avec les chiffres. 1,325 million. Vous avez compris que c'est pas lui qui fin 2007, donc il y a 12 ans, et ces parts valent aujourd'hui 6,86 millions. Donc, voilà l'état des lieux. Si on parle de la société Doxa, ses parts valent aujourd'hui 5,19. Ecofinance, tu en as parlé, 1,03. Donc, voilà, déjà, on voit sur les réseaux sociaux quelques gentillesses sur... en gros, ça y est, ils se gavent, ça y est, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Edoui. On a, d'abord, c'est important de dire que cette question, y compris cash, on l'a posée tout de suite dans nos premières discussions. Bah oui. Entre fondateurs, au conseil d'administration, au comité de direction, au comité ad hoc. Tout le monde a compris l'esprit dans lequel on fait ça. Et en même temps, voilà le résultat. Je rappelle juste, Marie-Hélène l'a précisé, le fait de faire une évaluation de Mediapart, et si tu l'as dit à un moment, est une contrainte. C'est-à-dire qu'on aurait pu nous reprocher de faire un prix d'amis pour... voilà, on aurait été rattrapé par Bercy. Par la patrouille qui aurait dit vous vendez trop peu cher Mediapart, donc nous, on va vous... Et on est perdant-perdant dans ce cas-là, et on va vous faire payer la différence. Donc avec un soupçon d'arrangement, je dirais, entre les actionnaires. Donc il fallait faire quelque chose d'objectif qui donne donc ce montant-là. Et en effet, c'est beaucoup d'argent, il faut le dire les choses très clairement, c'est beaucoup d'argent. Donc qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la question qui est posée ? Nous, concernant nous fondateurs, il faut d'abord, de ce cas-là, dire la vérité des chiffres. Tu as dit le montant, un peu plus d'1,3 million. En fait, en réalité, pour nous, c'est un montant plus élevé, puisque nous, on ne voulait pas être actionnaires. On n'était pas des capitalistes. On n'a pas trouvé d'argent, il faut bien dire les choses. On n'a pas trouvé d'argent pour faire Mediapart. Et Jean-Louis Bouchard, Econocom ou Ecofinance ou Doxa ne nous auraient pas aidés si on ne prenait pas notre risque. C'est-à-dire, s'ils avaient des gens qui disaient « on cherche un mécène, on est des bons journalistes, donnez-nous de l'argent », ils auraient dit « repassez ». Donc, quand on est venu en disant « ok, on a décidé, on va s'endetter », on s'est endetté. Je parle de mon cas personnel, tout le monde le sait à Mediapart, sur mon salaire de Mediapart, j'ai remboursé 3 900 € par mois jusqu'à décembre 2017, puisque l'emprunt était sur 10 ans. Bon. On l'a fait avec enthousiasme, je ne fais pas ça pour faire pleurer Margot, c'était une bataille. Voilà. Donc, qui dit emprunt, ça veut dire que, évidemment, tu payes les intérêts, ça veut dire que tu payes les impôts sur le salaire que tu touches, alors qu'en fait, c'est bouffé par l'emprunt. Ça dit aussi hypothèque. Hypothéquer un appartement que ma compagne possédait, et donc on l'aurait perdu si ça ne marchait pas. Enfin bref, voilà. Donc tout ça pour dire dans quel contexte on a fait. Donc premièrement, l'un dans l'autre, je crois que Marie-Hélène a le chiffre, cette part des fondateurs d'investissement, si on compte tout ça, en fait, elle vaut... Plus de 2 millions aujourd'hui. Voilà, la dépense des fondateurs, c'est 2,2 millions. Bon. Si on l'actualise à aujourd'hui, compte tenu des taux d'intérêt... C'est 2,2 millions par rapport aux 6,3 millions que tu as cités tout à l'heure. Deuxièmement,
la somme brute qui est mentionnée, évidemment, nous sommes pour l'impôt, nous sommes pour le juste impôt, elle va être amputée de 30%. Donc, elle n'est pas, c'est pas ce montant-là qui sera touché. Enfin, troisièmement, puisqu'on est dans le processus de finalisation du financement et de tout ça, nous n'excluons pas deux choses. Premièrement, que dans le cadre du complément, on cherche un emprunt, et il y a des banques qui sont disponibles de 10 millions neufs. Mais il est possible, ce système existe, que c'est le système, j'ai appris ça grâce à Marie-Hélène, et nous l'avons tous appris, ce qu'on appelle le crédit vendeur, c'est-à-dire que pour alléger la dépendance bancaire de Mediapart, nous ne toucherons peut-être pas, on va se caler là-dessus, ces montants ou l'ensemble de ces montants immédiatement. Et Mediapart, ayant confiance dans la relation avec les fondateurs, pourra rembourser cette somme sur des délais, ce qui allégera, ce qui inquiète certains de nos lecteurs, la dépendance d'une banque. Hein, ça allégera la dépendance. Donc ça, nous étudions ça, pas seulement nous les fondateurs, y compris avec d'autres actionnaires. Et puis par ailleurs, chaque fondateur comme chaque actionnaire est libre, évidemment, et ça nous, on n'est pas des décisions verticales, de contribuer non, au fond pour une presse libre, il touche cet argent, une partie de cet argent, on pourra décider qu'il soit utilisé pour la cause d'intérêt général. Donc voilà la vérité des chiffres, voilà la situation. Une question. Pardon, mais c'est peut-être plus facile de l'extérieur. Pour répondre à cette question et parler aussi cash que ceux qui posent la question de vous allez vous gaver. Si vous aviez voulu vous gaver, en fait, vous auriez vendu Mediapart au plus offrant. Oui, et Mediapart, qui est un journal avec des taux de rentabilité de 13, 14, 15%, en réalité... 18. Ouais, 18, mais avant pas du résultat net. Pas du résultat net. Bref, vous auriez pu trouver des investisseurs qui étaient prêts à mettre beaucoup plus qu'une valorisation à 16,3 millions d'euros. Surtout si c'était pour tuer l'indépendance de Mediapart. Donc, de ce point de vue-là, vous auriez pu faire la martingale x5, x10. Donc, la question en réalité, c'est que la plus-value que vous allez peut-être réinvestir dans le fonds, tout ça, ça vous appartient à titre personnel ou faire des crédits vendeurs, c'est votre décision personnelle. Mais vous êtes tenu par ailleurs par la plus-value des autres actionnaires du journal, qu'on n'a pas le droit de léser. Les amis qui ont investi dans Mediapart au début, certains ont cassé des PEL, ont mis 5, 10, 15, 20 000, parfois un peu plus. On ne va pas leur demander de ne pas être rétribués du risque qu'ils ont pris en 2008, quand tout le monde disait que Mediapart, ça ne marchera jamais parce que nous n'avions rien compris en termes de modèle économique. C'était la phrase de ton meilleur ami Laurent Alarminck qui avait dit Mediapart, ça ne marchera jamais. Puis on en avait fait un petit carton d'abonnement. C'était il y a 11 ans. On avait écrit cet homme s'est toujours trompé, abonnez-vous. Bon, voilà. C'était quand même ça, l'état d'esprit à l'époque de l'investissement dans Mediapart, c'était d'investir dans une aventure folle. Donc voilà, et donc il y a ce maillage-là qui fait qu'en réalité, cette réaction un peu primaire comme ça est une réaction qui ne repose pas sur une base factuelle réelle. Alors, on ne va pas y passer énormément de temps parce que l'heure tourne, mais comme ça revient dans plusieurs, on s'en est déjà expliqué, le cas Xavier Niel. Puis je me dis, oui, alors Xavier Niel, est-ce qu'il est... Alors, non, juste... C'est qui, au fait, rappelez-moi. Je souhaite savoir si Xavier Niel a des parts chez Mediapart et si oui, combien. Pourquoi est-il actionnaire de ce média? Quel en est l'intérêt? Alors, faisons le point. On a déjà tout publié, oui, voilà, 1000 fois sur Mediapart. Mais on redit, il faut redire. Donc en fait, la situation est très simple. Xavier Niel n'est pas un actionnaire direct de Mediapart. Il est l'un des 88 contributeurs de la Société des Amis de Mediapart. Cette Société des Amis, pour être précis, est une société par action simplifiée, SAS, qui est présidée par Michel Brouet, donc le président des Amis de Mediapart. Cette Société des Amis de Mediapart possède 16,79% du capital de la société éditrice de Mediapart. Et au sein de cette Société des Amis, Xavier Niel, qui a participé à 2 levées de fonds en 2008, donc au tout début de Mediapart, de 2 fois 100 000 euros. Et avant d'être le personnage. Alors qu'il n'était pas actionnaire du Monde et que Free, donc la société qu'il a fondée, était simplement, enfin était déjà, mais qu'un fournisseur d'accès et pas encore le grand opérateur de téléphonie d'aujourd'hui.
je reprends le fil de mon explication, pardon, parce que mon ambition était de clarifier la situation. Je suis en train de tout compliquer. Donc je reprends. Donc au sein des 16% de la Société des Amis de Mediapart, Xavier Niel possède 17,58% des parts. Donc si on fait 17,58% des 16,79%, on arrive à environ l'équivalent de 2,95%. 2,95%, je crois, du capital de la société éditrice de Mediapart. Donc tout ça pour dire que c'est vraiment une toute petite partie. Et quand même dire aussi, parce que c'est important, c'est qu'il ne siège dans aucune instance de direction de Mediapart. Donc il ne siège pas au conseil d'administration. Et il n'est jamais venu... même aux assemblées générales de la Société des Amis, non mais pour être parfaitement clair jusqu'au bout. Donc, et pour être parfaitement clair jusqu'au bout, il a toujours envoyé des pouvoirs de délégation au président de la Société des Amis lorsqu'ils ont été sollicités sur les assemblées générales d'approbation des comptes, etc. Donc, très confraternellement, on peut peut-être préciser que cette infime portion du capital qui contrôle est donc très faible par comparaison, par exemple, aux 51% qu'il contrôle au sein du Monde Diplo. Bien sûr. Donc, voilà. Via le monde, puisque via le monde. Via le monde, évidemment. Donc, voilà, alors, simplement, il est racheté. Il est racheté avec la plus-value qu'il fait. La question est posée. Et la question lui est posée, comme à d'autres, comme à nous, comme à tout le monde, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va faire de cet argent dont il n'a peut-être pas besoin. Et peut-être que le Fonds pour une presse libre viendra le voir et lui dire, vous savez, il y a une cause d'intérêt général. Alors, justement, quatrième et dernier volet, il faut qu'on aille assez vite parce que l'heure tourne. Dans tous les commentaires de fait, alors pardon, Fabrice, Laurent et Jade, vous allez être remplacés par Dan, Estelle et Cécile qui reviennent et on les remercie. En gros, beaucoup de lecteurs nous demandent comment peut-on vous aider. Alors, je vous cite 2-3 remarques. Je serais désireux, en tant que particulier, d'investir de l'argent en soutien du Fonds pour une presse libre. Pourriez-vous me dire si c'est possible et comment? Un autre, comment peut-on participer? Je voudrais savoir s'il sera possible à chacun de participer au renforcement du capital sous la forme de dons ponctuels. Pratiquement, les lecteurs, comment doivent-ils s'y prendre, etc., etc., etc. Marie-Hélène. Alors, d'abord, merci. Ensuite, selon abonnez-vous et restez abonné, parce que c'est quand même la meilleure façon de continuer à... C'est 1 € pour 3 mois, là, actuellement. Merci, 1 € pour 3 mois. Merci, Estelle, pardon. Donc, offre exceptionnelle en ce moment, 1 € 3 mois, donc pour faire découvrir... Voilà, pour faire découvrir Mediapart, abonnez vos amis. Ensuite de ça, je pense qu'il y a... Donc, on clarifiera tout ça, puisque là, on avait quand même une charge de travail importante pour annoncer, faire toutes les réunions d'information, etc., etc. Donc, on clarifiera tout ça dans un billet de blog où on dira, vous voulez aider Mediapart, voilà les possibilités qui s'offrent à vous. En gros, il y a deux grandes possibilités. Soit une aide via le Fonds pour une presse libre, puisqu'il faut que le Fonds pour une presse libre et des fonds de départ pour mener ces missions d'intérêt général. Alors, pardon, reprécisons que ces aides ne peuvent pas bénéficier à Mediapart. Ces aides, cloison étanche. Voilà, à l'écosystème de la presse, mais effectivement, elles contribueront à aider d'autres médias qui sont comme nous étions en 2007, en 2008, 2009, 2010, c'est-à-dire toute la grande difficulté pour créer un lectorat fidèle et avoir ces 2, 3, 4, 5 années nécessaires pour atteindre l'équilibre. L'autre façon d'aider Mediapart, ça peut être aussi de faire des dons via J'aime l'info, puisqu'il y a cette structure qui existe. C'est une plateforme, c'est un site internet, c'est une plateforme. Elle aussi défiscalisable, c'est-à-dire que les dons qui sont faits via cette par plateforme... notre syndicat, on peut le dire. Là, voilà, créé par le syndicat professionnel, donc le SPIL, le syndicat pour la presse indépendante d'information en ligne, et qui a la possibilité à ce moment-là de flécher des dons directement à un titre de presse. Voilà. Vous tapez J'aime l'info sur Internet. Du marketing, depuis le service marketing, et comme tu travailles beaucoup avec le service abonné, etc.,
Qu'est-ce que tu vois justement qu'il y a une demande de participation et d'accompagnement et de soutien, et c'est formidable. Quand on a fait appel, quand on a eu des procès, quand il y avait eu le contentieux fiscal et qu'on a fait appel aux lecteurs, chaque fois la réponse était là. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir avoir ça. Comment on peut... Si des gens veulent participer, comment on peut faire? Comment on peut répondre à cette demande? Donc toi, ce que tu vois passer? Moi, je vois déjà, on a un journal participatif, donc ça tombe super bien. Je suis contente d'entendre ça. Après, pour sortir du plan financier, comment aider Mediapart? Je dirais que les abonnés nous aident déjà énormément et on s'appuie de plus en plus sur nos abonnés. C'est ce qu'on est en train de co-construire avec les différents services, que ce soit le club, les réseaux sociaux, le service abonné dont tu parlais. On essaie de trouver des synergies pour travailler encore mieux et s'appuyer sur les abonnés. Donc on a déjà une richesse déjà du dialogue avec nos abonnés qui est assez géniale. Donc pour nous, appuyer de l'expérience marketing derrière, c'est de l'or. Donc c'est vraiment super. Et on organise, depuis l'année dernière, on organise aussi des événements physiques où on essaie d'aller à la rencontre, parce que le virtuel n'est pas que Dieu. Enfin, le réel. Le virtuel et du réel. Le virtuel et du réel, comme le dit Edoui. Et on organise le festival de Mediapart où on a beaucoup de rencontres et d'échanges avec nos abonnés, des débats. On avait organisé un live aussi ici il y a quelques années. On donnait la parole à nos abonnés. On aimerait bien en refaire. On organise des chats avec la rédac, avec le club. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on veut vraiment développer. Cécile, il y a une proposition d'un abonné qui dit mais finalement on devrait faire des comités de lecteurs et puis que Mediapart accepte que des représentants de ses abonnés siègent dans les différentes instances, surtout que là on a une architecture qui est un peu à 3 étages, société éditrice de Mediapart, Société pour la protection de l'indépendance et puis le fonds de dotation, le fonds pour une presse libre. Bon, c'est faisable, c'est envisageable, ça sert à rien, il y a des moyens plus intelligents. Il y a probablement des solutions à imaginer qui ne seraient pas forcément celles-là, mais ça rentre en tout cas dans la philosophie globale du projet de Mediapart et de fait dans le projet du futur fonds pour la presse libre. Il y a toujours eu l'envie d'associer à Mediapart les lecteurs, les abonnés, mais aussi bien au-delà. On a aussi entendu une demande des membres de la Société des Amis qui ont dit nous, on a été super contents de participer à l'origine de ce projet. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut imaginer aussi une structure nous permettant d'être quand même un pied dedans, de continuer de vous soutenir, au-delà d'être abonné, de faire des abonnements de soutien aussi, enfin voilà. Et je pense qu'il y a tout ça à réfléchir sur chacun des étages, essentiellement FPL et Mediapart peut-être, sur quelle place on donne à ces gens qui veulent nous soutenir un peu plus que financièrement. Ça fait partie du travail qu'on a là. Alors, Edoui, il faut qu'on termine. Et donc, une dernière question. Une dernière question, pardon Dan, mais là, on a trop parlé. Une dernière question qui est la suivante. Maintenant que l'indépendance financière est assurée pour l'éternité, à perpétuité, qu'allez-vous faire pour restaurer une indépendance intellectuelle? Comment dire? On est là. Dan peut répondre. C'est l'équipe qui répond. Oui, voilà, c'est l'équipe qui répond. Je ne sais pas, on n'est pas cornaqué, on n'est pas obligé d'écrire des articles qui vont dans un sens. Non, mais ce que je dis souvent, en vrai, c'est que nos débats internes, politiques, éthiques, ou tout ce qu'on veut, sont souvent réglés par le travail. C'est-à-dire que souvent, on dit, on va faire des articles. Si on n'est pas d'accord, on va faire des articles, des interviews qui vont dans un sens, qui vont dans l'autre, et on met tout sur la table. Donc ça, c'est vrai. Il faut dire vraiment à cette question sur l'indépendance, premièrement, juger sur pièce, mais je crois vraiment qu'on n'a pas de fil à la patte, que c'est horizontal, qu'on discute. Le film, depuis Mediapart, qui a circulé là, depuis mars, le montre bien, ce documentaire sur Mediapart. Mais surtout, je pense que ce qu'il faut répondre, je crois, et Estelle l'a rappelé, on l'a rappelé, aujourd'hui, on est le seul journal que ces lecteurs peuvent critiquer. Parce qu'il y a une régression sur l'idéal démocratique de la presse numérique. Quand on s'est lancé, tout le monde se disait le participatif, c'est comme ça qu'on a dit média participatif. Aujourd'hui, il faut le dire, le seul journal où un abonné peut librement tenir un blog sans modération qui le contrôle, le censure a priori, c'est chez nous. Le seul journal où il en est de même pour les commentaires et sans limite de nombre de commentaires, de longueur de commentaires, c'est chez nous.
dans ce billet de blog que j'ai fait récemment, j'ai fait tout le comparatif. C'est pas le cas à Libération, c'est pas le cas au Monde, c'est pas le cas au Figaro, c'est pas le cas dans les hebdomadaires, où il y a que des blogs VIP maintenant, de gens choisis par la rédaction, donc des gens semblables. Donc chez nous, voilà, vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez nous critiquer. Vous voulez nous alerter, vous voulez nous prolonger et tout. Et je crois que c'est, et pour terminer un petit peu, c'est cette idée de la confiance. Là, on explique tout ce qu'on fait. Je vais rappeler juste quand même que sur ce qu'on vient de se raconter, on peut télécharger ça sur le journal. C'est la brochure qui dit tout ce qu'on vient de dire. Je rappelle que chaque année, on fait ça, où il y a tous nos chiffres. On l'a fait pour les 10 ans, c'est le petit livre rouge de Mediapart. Et derrière ça, qu'est-ce qu'on a voulu faire là ? C'est répondre à cette question, justement. Comment avoir confiance ? Derrière cette question, il y a un lecteur, on sent bien, qui n'est pas d'accord toujours avec Mediapart, mais qui se dit « j'ai quand même confiance en vous ». Donc, la confiance, c'est ce qu'on essaye de faire. Et je pense que dans cette invention, puisque après l'invention journalistique, c'est une invention capitalistique qui nous a demandé pas mal de travail et qui va nous en demander beaucoup, voilà, le souci, c'est la confiance du public et avec un public qui peut nous commenter, nous critiquer, nous discuter. Merci. Merci. Une offre exceptionnelle. On l'a déjà dit. On se retrouve tout de suite. Mediapart Live continue. De toute façon, on continuera ces explications parce qu'à l'automne, quand sera lancé le Fonds pour la presse libre, on y reviendra bien évidemment. Donc ne quittez pas, restez. Ça continue avec un entretien et puis de nouveaux débats. À tout de suite.